internationale. Place maintenant à l'invité du jour dans Au cœur de l'info. Nous recevons ce soir Volodymyr Yarmolenko, philosophe ukrainien, rédacteur en chef du site d'information ukraineworld.org et président de PEN Ukraine, une ONG créée pour protéger la liberté d'expression et les droits des auteurs. Bonsoir Volodymyr Yarmolenko, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation sur France 24. Vous êtes donc de passage à Paris, mais vous habitez à Kiev avec votre famille. Plus de 2 ans après l'invasion russe de l'Ukraine, quelle est l'atmosphère à Kiev aujourd'hui ? L'atmosphère est difficile, parfois difficile, mais on continue à vivre, on continue à résister. C'est une guerre qui dure depuis 2014, donc 2022, c'est juste une invasion de grande échelle. Et bien sûr, c'est dur quand tu dois te défendre contre un ennemi qui est beaucoup plus fort et beaucoup plus grand. Mais je dirais qu'il n'y a pas de fatigue, il n'y a pas de désillusionnement, il y a vraiment une fierté et il y a vraiment fermeté de continuer ce bataille. Vous diriez qu'on s'habitue avec le temps à la guerre ou on s'y habituera jamais ? Non, on ne peut pas s'habituer parce que chaque fois, on entend des nouvelles sur les morts et tragiquement, donc parmi nos amis, il y a des gens qui sont plus là, qui ont été tués, y compris des poètes, y compris des écrivains comme Victoria Melina ou comme Maxime Krivtsov ou comme beaucoup d'autres. J'ai des étudiants comme Mykola Rachok qui ont été tués sur la ligne de front. Tu ne peux pas s'habituer à cela. Mais de l'autre côté, on comprend bien qu'il ne faut pas avoir cette utopie de la normalité. Donc il faut se préparer à la situation où la normalité peut-être il sera très loin. Donc il faut s'adapter à cette réalité de guerre et de résistance. Vous avez une famille, vous avez même 3 enfants. Contrairement à nombre d'Ukrainiens, vous avez choisi de rester à Kiev, en l'occurrence. La question s'est posée ou pas du tout de quitter le pays ? Non, c'est pas possible pour nous. Donc pour nous, c'est notre pays et on n'a jamais pensé. On a eu comme ma femme, Tetiana Ogarkova, elle est aussi très Une présente. journaliste qui intervient régulièrement sur Oui, France 24. régulièrement sur France 24. Franchement, on a eu beaucoup d'invitations de nos amis de partir en France. Non, bien sûr que l'Ukraine, c'est notre pays et on y reste et on continue à faire tout ce qu'on peut pour aider à l'armée, pour mobiliser la communauté internationale. Et voilà. Et justement, vous y êtes d'ailleurs très actif depuis le début de cette guerre, il y a maintenant plus de 2 ans. Vous utilisez votre minibus familial pour justement apporter de l'aide humanitaire aux civils et aux militaires dans nombre de villes et villages situés sur la ligne de front. Quel soutien leur fournissez-vous et dans quel état d'esprit se trouvent les Ukrainiens sur la ligne de front maintenant ? Écoutez, ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire parce que les gens sur la ligne de front, soit des civils, soit des militaires, ils vivent dans une situation, je ne peux pas même me dire difficile. Imaginez-vous un village qui est complètement détruit, comme par exemple Kamianka à côté du Izium, la région de Kharkiv, où les gens reviennent pour rétablir, pour reconstruire leur maison, continuent à vivre dans les ruines parfois. Imaginez-vous des militaires, des gens qui ont perdu leurs jambes, qui ont perdu leur autre partie du corps et qui reviennent à l'armée pour continuer ce bataille. Donc je pense que ce courage est des civils et de la part des civils et de la part surtout bien sûr des militaires. Et les militaires sont très souvent les civils d'autrefois qui se sont partis sur la ligne de front. Ça, c'est bien sûr quelque chose d'extraordinaire. Et on voit derrière donc des photos de vous, de votre compagne, Madame Ogarkova, et d'amis donc au sein d'un bunker. C'est ça, vous apportez à ces civils notamment des livres pour qu'ils puissent rester des heures durant abrités dans ces bunkers. Ça met du baume au cœur, ce genre d'action, on imagine ? Oui, on voyage très souvent à Kherson, à la ville de Kherson, au sud de l'Ukraine, qui était occupée par des Russes, après libérée par l'armée ukrainienne, mais il est bombardé chaque jour par l'armée russe, qui est juste quelques kilomètres de l'autre côté de Dnipro. Et bien sûr, quand on voit l'initiative des gens pour apporter plus de livres aux abris où tu te caches de se protéger contre les bombes russes.
ça, on s'est dit, avec nos amis, il faut les apporter des livres et il faut les aider dans cet effort. Des livres et donc de l'aide humanitaire aussi, enfin des denrées alimentaires, je crois, et même des véhicules donc pour les médecins et les militaires. Oui, on apporte beaucoup des véhicules, donc, et c'est toujours un travail de solidarité parce que on appelle aux donations des citoyens. Ils nous donnent 10 euros, 20 euros, 5 euros, et on collecte cet argent pour acheter des pick-up, des jeeps anciens, bien sûr, pas nouvelles du tout, mais qui sont très utiles nos soldats. Outre les morts, les blessés, la destruction évidemment des infrastructures à cause de cette guerre, il y a aussi, et ça vous tient à cœur, la destruction du patrimoine ukrainien. On visionne d'ailleurs ici des images de la destruction du musée du philosophe Grigori Skovoroda, des images tournées par vous-même. Musée donc détruit en mai 2022. On va pouvoir également visionner des images du pillage, du résultat du pillage du musée de Kherson à travers cette destruction du patrimoine et ce pillage de la culture ukrainienne. L'objectif, c'est également la destruction de toute une histoire. Oui, c'est pour cela que les Ukrainiens parlent de génocide, parce que le génocide russe contre les Ukrainiens, c'est une tactique pas seulement d'extermination physique, mais c'est aussi d'extermination de l'identité. Un effacement. Oui, et donc l'effacement de l'identité, et qui consiste à dire, voilà, on entre dans Kherson, c'était le musée de l'histoire locale, et on prend tous les objets qui sont là. Ce sont des dizaines, des milliers d'objets qui sont des symptômes de cette histoire locale. Pour dire qu'il n'y a pas d'histoire ukrainienne, donc toute l'histoire ukrainienne, c'est en fait l'histoire russe, etc. Donc le musée de Skovoroda, c'est notre grand philosophe du XVIIIe siècle, on parfois l'appelle un Bouddha ukrainien, parce que c'est un homme qui nous donne cette idée de l'équilibre intérieur. Et voilà, ils ont détruit un musée d'un philosophe. Pourquoi ? Vous êtes issu d'une famille de philosophes et vous avez donc suivi la même voie. La philosophie aide-t-elle dans ce genre de moment terrible qu'est une guerre ? Oui, je pense que philosophie, la pensée, elle est très importante. Moi, j'ai quelques podcasts et parmi eux, il y a une série qui s'appelle en anglais Thinking in Dark Times, penser au temps obscur, si on peut dire, au temps de ténèbres. Et je pense que ce sont des périodes quand on commence vraiment à penser, quand on commence de réfléchir et réestimer la grande tradition intellectuelle. On pense des questions sur la vie et la mort, sur l'être et le néant, sur le courage, sur l'éthique, sur la morale. Et c'est pour cela que je pense et je dis toujours qu'il faut regarder la philosophie ukrainienne, il faut regarder la culture ukrainienne, la poésie ukrainienne, la littérature ukrainienne, parce qu'ils donnent un message universel, ils donnent quelque chose de très important à toute l'humanité. Votre regard maintenant sur l'action de Volodymyr Zelensky après 2 ans de guerre, est-ce qu'il bénéficie toujours d'un soutien plein et entier de la population ukrainienne ? Écoutez, l'Ukraine, c'est une démocratie, c'est-à-dire que les citoyens sont parfois très critiques par rapport à leurs dirigeants. Et on voit aussi un certain niveau de criticisme par rapport parmi des Ukrainiens de Zelensky. C'est normal. Et j'espère que notre président le comprend très bien. Donc on n'est pas la Russie dans laquelle la popularité de soi-disant président Poutine s'augmente parce qu'il est en guerre, il a attaqué un autre pays, c'est sa façon de cimenter son pouvoir. En Ukraine, c'est pas comme ça. Donc les citoyens critiques peuvent oui, les s'exprimer. citoyens sont mécontents de leurs dirigeants et c'est normal, c'est ça que la démocratie exige. Donc oui, Zelensky, bien sûr, il a montré son courage, il a montré beaucoup des choses bien, mais aussi il a montré beaucoup des choses par rapport, les citoyens ukrainiens peuvent être critiques. Alors le nerf de la guerre, littéralement, ce sont les armes, les munitions que Volodymyr Zelensky réclame à corps et à cri aux Occidentaux. L'avenir de l'Europe dépend aussi de la réponse que l'Europe va apporter et apporte déjà à Vladimir Poutine.
Oui, donc bien sûr que l'attaque de la Russie contre l'Ukraine, c'est pas seulement l'attaque contre l'Ukraine. Parce que si vous suivez la propagande russe, l'idéologie russe, elle dit toujours qu'on est contre l'Occident, on est contre l'Europe, on veut diviser l'Europe en deux quand les Russes et les Soviétiques ont fait après la Deuxième Guerre mondiale. Donc il faut vraiment prendre ces propos au sérieux. Il faut vraiment entendre ce que les Russes disent. C'est pour cela que les pays baltes, par exemple, ou les Polonais, ils ont leur histoire avec la Russie, ils le comprennent très bien. Donc, Poutine ne va pas s'arrêter avec l'Ukraine. Si l'Ukraine perd cette guerre, il va continuer avec des pays baltes, avec l'Europe de l'Est. Et là, bien sûr, il y a une grande question sur l'avenir de l'Union européenne. Et à ce sujet, justement, en mai dernier, dans une tribune dans le journal Le Monde, qui était d'ailleurs co-signée par votre compagne, hein, la journaliste Tatiana Ogarkova, vous écriviez, je cite, « Si les Ukrainiens cessent de combattre, le conflit rebondira ailleurs et frappera à d'autres portes ». Les Européens mettent du temps pour vous à réagir? C'est bien il me semble que l'Europe se réveille. Donc, il y avait plusieurs alarmes. Il se réveille trop lentement, il me semble. Donc, il faut se réveiller encore plus et surtout penser comment on soutient l'Ukraine par l'industrie, par les solutions technologiques, par les solutions d'armement qui vont sauver plus de vies humaines en Ukraine. Parce que vous regardez comment les Russes bombardent par des missiles chaque jour, presque chaque jour maintenant, Odessa, Kharkiv, Dnipro, Kryvyi Rih et d'autres villes ukrainiennes. Donc la Russie, maintenant, c'est un pays qui ne valorise pas la vie humaine. L'Ukraine, c'est partie de l'Europe, des valeurs européennes qui disent, au moins après la Deuxième Guerre mondiale, que la vie humaine, c'est important. Et vous estimez qu'il est important aussi de penser à l'après-guerre. Comment vous voyez justement l'après-guerre en Ukraine? Je pense pas sur cette idée de l'après-guerre, franchement. Donc, on se prépare plutôt vers une situation où la Russie consiste à exister comme ça, où il devient de plus en plus autoritaire. Si vous regardez qu'est-ce qui se passe dans leur discours après les soi-disant élections présidentielles récentes, ils disent, bah voilà, il faut une déoccidentalisation de la Russie, c'est-à-dire démocratisation. La Russie va dans la direction du stalinisme, du nouveau totalitarisme. Et dans cette situation, oui, bien sûr, on espère que l'Ukraine gagne cette guerre et que ça va être très douloureux, très, très problématique à la Russie. Mais il faut être réaliste, il faut être sobre, il faut voir que la Russie devient de plus en plus un régime totalitaire qui veut effectivement détruire l'Ukraine et détruire l'Europe. C'est pour cela qu'il faut se préparer à se défendre. Merci infiniment, Volodymyr Yarmolenko, pour votre témoignage ce soir sur France 24. Merci Merci. infiniment d'avoir répondu à nos questions.